Dover, nous fûmes reçus par l'inspecteur Glenn, grand gaillard blond au sourire engageant. Par souci de clarté, je crois cependant que j'aurais intérêt à commencer par donner ici un bref résumé des faits. Le meurtre avait été découvert le 22 à 1 heure du matin par le constable Dover. Au cours de sa ronde, il avait vérifié la porte de la boutique et constaté que celle-ci n'était pas verrouillée. Il était entré et avait cru tout d'abord le magasin vide. Mais en braquant sa torche par-dessus le comptoir, il avait aperçu le corps recroquevillé de la vieille femme. Selon le médecin légiste sitôt appelé sur les lieux, la victime avait reçu un coup violent à la nuque, probablement au moment où elle s'était retournée pour prendre un paquet de cigarettes sur l'étagère. La mort instantanée avait dû survenir 7 à 8 heures plus tôt. Nous avons pu établir avec un peu plus de précision l'heure du décès, expliqua l'inspecteur. Nous avons retrouvé un témoin qui a acheté des cigarettes à 5h30 de l'après-midi et un autre qui est passé 5 minutes après 6 heures et qui a trouvé le magasin désert. C'est du moins ce qu'il a cru. Ce qui nous donne une fourchette située entre 17h30 et 18h05. Pour l'instant, je n'ai encore déniché personne qui ait vu Asher, le mari, dans les parages. Mais il a encore un peu tôt. Il se trouvait aux 3 Couronnes à 9 heures du soir, déjà bien éméché. Quand nous le pincerons, ce sera la garde à vue. Il n'est pas très sympathique, hein demanda Poirot. Je dirais même qu'il n'est pas recommandable. Il ne vivait pas avec sa femme? Non, ils étaient séparés depuis des années. Asher est allemand. Il travaillait comme serveur dans le temps, mais il s'est mis à boire, et à force, personne n'a plus voulu l'embaucher nulle part. Sa femme a fait des ménages pendant un moment. Dans sa dernière place, elle officiait comme cuisinière et gouvernante auprès d'une vieille dame, mademoiselle Rose. Elle prenait son salaire pour donner à son mari de quoi vivre, mais il buvait tout et allait lui faire des scènes chez ses patrons. C'est pour cela qu'elle a fini par accepter cette place chez mademoiselle Rose au manoir. C'est à 5 kilomètres d'Andover, en pleine campagne, et il ne pouvait s'y rendre si facilement. Quand mademoiselle Rose est morte, elle a laissé un petit quelque chose à madame Asher, ce qui lui a permis de prendre ce débit de tabac. Oh, ce n'est pas le Pérou, rien que des cigarettes bon marché et des journaux du coin, mais ça lui permettait de s'en sortir. Asher passait régulièrement pour enjôler sa femme et elle lui lâchait quelques sous pour se débarrasser de lui. À part ça, elle lui donnait un fixe de 15 shillings par semaine. Avait-il des enfants demanda Poirot. Non, il y a une nièce qui est femme de ménage près d'Overton. Une jeune femme très bien qui a la tête sur les épaules. Et vous dites qu'Asher avait l'habitude de venir menacer sa femme? C'est exact. C'était une terreur quand il avait bu. Et il jurait qu'il finirait par lui faire la peau. Ah, la vie n'était pas rose tous les jours pour cette pauvre madame Usher. Quel âge avait-elle? Près de 60 ans. C'était une femme respectable et qui travaillait dur. Et selon vous, inspecteur, demanda Poirot, d'un ton grave, cet Asher aurait commis le crime? L'inspecteur eut une petite toux circonspecte. Il est un peu tôt pour le dire, monsieur Poirot, mais j'aimerais entendre Franz Asher me raconter la façon dont il a passé la soirée d'hier. S'il peut rendre compte correctement de son emploi du temps, c'est parfait. Sinon... Son silence était lourd de sous-entendus. Il ne manquait rien dans la boutique? Rien. L'argent de la caisse n'avait pas été touché. Aucune trace de cambriolage. Vous pensez qu'Asher est entré ivre dans la boutique, qu'il s'est mis à injurer sa femme et qu'il ait fini par la frapper? C'est l'hypothèse la plus plausible. Mais je dois vous avouer que j'aimerais revoir de plus près la curieuse lettre que vous avez reçue. Je me demandais si Asher aurait pu l'écrire lui-même. Poirot lui tendit la lettre et l'inspecteur la lut en fronçant les sourcils. Ça n'a pas l'air de venir d'Asher, dit-il enfin. Je ne le vois pas parler de notre police botanique, à moins de vouloir faire le malin, et je doute qu'il en soit capable. C'est une loque. Ses mains tremblent trop pour qu'il puisse former de si belles lettres. Et puis, le papier et l'encre sont de bonne qualité. Mais c'est tout de même bizarre que la lettre mentionne le 21 de ce mois. Bien sûr, il peut s'agir d'une coïncidence. Ça n'est pas exclu, évidemment. Mais je n'aime pas ce genre de coïncidence, monsieur Poirot. Avouez que c'est un peu gros. Il se tut, le front plissé. ABC. Qui diable peut bien être ABC? Nous
Nous voyons si Mary Drower, la nièce, peut nous être d'un secours quelconque. Drôle d'affaire. Sans cette lettre, j'aurais parlé que c'était Asher qui a fait le coup. Savez-vous quelque chose du passé de Madame Asher? Elle est née dans le Hampshire. Jeune fille, elle s'est placée comme bonne à Londres. C'est là qu'elle a rencontré Asher et qu'elle l'a épousé. Ils ont dû manger de la vache enragée pendant la guerre. En 1922, elle l'a quitté. Il habitait encore à Londres. Elle est revenue ici, histoire qu'il lui lâche les basques, mais il l'a appelée et s'est collé à ses trousses, ce qui lui a permis de continuer à la harceler pour qu'elle lui donne de l'argent. Oui, Briggs, qu'y a-t-il? Demanda l'inspecteur à un agent qui venait d'entrer. C'est Asher, monsieur. Nous l'avons coincé. Parfait. Amenez-le ici. Où était-il? Caché dans un camion garé le long de la voie ferrée. Caché, hein? Faites-le entrer. Franz Asher était un spécimen peu ragoûtant de l'espèce humaine. Il passait alternativement de la pleurnicherie servile à la fanfaronnade, tandis que le regard torve de ses yeux silencieux sautait d'un visage à l'autre. Qu'est-ce que vous me foulez? Je n'ai rien fait. C'est une honte, un scandale de m'amener ici. Comment osez-vous, bande de salopards? Puis, changeant soudain de ton. Non, non, je ne voulais pas dire ça. Vous n'allez pas faire du mal à un pauvre vieux comme moi. Soyez pas méchant avec le vieux Franz. Tout le monde lui en veut. Pauvre vieux Franz. Là-dessus, M. Asher fondit en larmes. Ça suffit, Asher, dit l'inspecteur. Tenez-vous convenablement. Je ne vous accuse de rien pour l'instant. Et vous n'êtes pas tenu de parler, sauf si vous en avez envie. À part ça, si vous n'avez rien à voir avec le meurtre de votre femme, je ne l'ai pas tué, voilà Asher. Ce n'est pas moi. Tout ça, c'est des mensonges. Sacré foutu flic d'anglais. Vous êtes tous contre moi. Je ne l'ai pas tué, je vous dis. C'est pas moi. Vous l'avez menacé trop souvent, Asher. Non, non, vous n'avez rien compris. Tout ça, c'était une bonne vieille blague entre Alice et moi. Elle le savait bien, elle. Drôle de blague. Ça vous ennuierait de nous dire où vous étiez hier soir, Asher? Bon, j'avais classé le morceau. J'ai pas été la voir, Alice. J'étais avec des potes, des bons potes à moi. On a d'abord été aux 7 étoiles, et puis au Chien Rouge. Son débit s'accéléra. Les mots se bousculaient maintenant dans sa bouche. Il y avait Dick Willows avec moi, et le vieux Curdy, et George, et Platt, et plein d'autres potes. Je vous dis que j'y suis pas allée chez Alice. Cotte, c'est vrai quoi? Finit-il par crier. L'inspecteur fit un signe à son subordonné. Emmenez-le et placez-le en garde à vue. Je ne sais plus quoi penser, dit-il, tandis qu'on emmenait l'horrible bonhomme qui continuait à sacrer et jurer. S'il n'y avait pas cette lettre, je parierais que c'est lui. Qui sont les hommes qu'il a mentionnés? Une sacrée bande. Pas un ne reculerait devant un faux témoignage. Il a sûrement dû passer une bonne partie de la soirée avec eux. Tout dépend si quelqu'un l'a vu à proximité de la boutique entre 17h30 et 18h. Poirot hocha la tête, pensif. Vous êtes certain qu'on n'a rien pris dans la boutique? L'inspecteur haussa les épaules. 1 ou 2 paquets de cigarettes ou peut-être disparu, mais on ne tue pas quelqu'un pour si peu. Et il n'y a rien, comment dire, rien en plus dans la boutique? Rien de bizarre ou d'incongru? Il y avait un indicateur de chemin de fer. Un indicateur de chemin de fer? Oui, posé à l'envers sur le comptoir et ouvert à la page des trains au départ d'Andover, comme si quelqu'un avait voulu consulter les horaires, soit la vieille femme, soit un client. Vendait-elle des indicateurs de chemin de fer? Non, elle vendait des affiches d'horaires et un penny. Celui-ci était gros, de ceux qu'on trouve chez Smith ou dans une papeterie importante. Une lueur traversa le regard de Poirot. Il se pencha en avant. Le regard de l'inspecteur s'alluma lui aussi. Un indicateur, dites-vous? C'était quoi cet indicateur? Un flash d'eau ou un ABC? Bon sang, fit l'inspecteur. C'était un ABC. Je crois que ce fut cette première mention de l'indicateur ABC qui éveilla mon intérêt pour l'affaire. Jusque-là, mon enthousiasme était, si j'ose l'expression, resté modéré. Ce meurtre sordide d'une vieille femme dans une échoppe miteuse ressemblait tellement aux faits divers dont les journaux sont friands qu'il était difficile d'en faire ses choux gras. J'avais fini par me convaincre que la mention du 21 dans la lettre anonyme était une pure coïncidence. On pouvait raisonnablement estimer que Madame Asher avait été victime de son ivrogne du mari. Mais
L'apparition de l'indicateur des chemins de fer, bien connu sous l'abréviation ABC, parce qu'il donne la liste des gradés par ordre alphabétique, me fit courir un frisson d'excitation le long de l'échine. Il ne pouvait tout de même pas s'agir d'une seconde coïncidence. Ce crime sordide prenait une dimension inédite. Qui était le mystérieux assassin de Madame Asher? L'homme qui avait laissé un indicateur ABC derrière lui. En quittant le poste de police, nous prîmes le chemin de la morgue afin de voir le corps de la victime. Une étrange sensation m'envahit devant ce visage ridé, encadré de rares cheveux gris tirés sur les tempes. Un air de sérénité flottait sur ses traits, étranger à toute violence. Elle n'a pas eu le temps de voir son agresseur, ni l'arme du crime, fit observer l'agent. C'est ce que dit le docteur Kerr. Et heureusement pour elle, la pauvre. C'était une brave femme. Elle a dû être belle autrefois, dit Poirot. Vous croyez? Murmurai-je, incrédule. Mais oui, regardez la courbe de la joue, les pommettes, le modelé du visage. Il soupira, remit le drap en place et nous quittâmes la morgue. Notre visite suivante fut pour le médecin légiste. Le docteur Kerr était un homme d'âge moyen, à l'air compétent et au ton sans réplique. On n'a pas retrouvé l'arme, dit-il. Impossible de dire ce que c'était. Une canne ferrée, un club de golf ou un sac de sable ont pu aussi bien faire l'affaire. A-t-il fallu beaucoup de force pour asséner un tel coup? Le médecin lança un coup d'œil perçant à Poirot. Êtes-vous en train de me demander si un septuagénaire à moitié sénile aurait pu le faire? La réponse est oui. C'est tout à fait possible. Si l'extrémité de l'arme était assez lourde, même une petite nature aurait pu obtenir le résultat souhaité. Donc le meurtrier peut aussi bien être une femme. Cette suggestion lança un instant le médecin perplexe. Une femme? Eh bien, j'avoue qu'il ne m'est jamais venu à l'esprit qu'une femme pourrait commettre ce genre de crime. Mais c'est très possible, bien sûr. À ceci près, d'un point de vue psychologique, je ne le définirais pas comme un crime de femme. Poirot approuva d'un vigoureux signe de tête. Très juste, très juste. À première vue, c'est même hautement improbable. Mais nous ne devons négliger aucune possibilité. Dans quelle position se trouvait le corps? Le médecin nous fournit une description précise de la position de la victime. Selon lui, elle se tenait debout et tournait le dos au comptoir, et donc à son agresseur, quand le coup l'avait atteinte. Elle s'était effondrée derrière le comptoir, restant hors de vue de quiconque serait ensuite entré dans la boutique. Une fois dehors, quand nous eûmes remercié de Dr. Kerr, Poirot me dit « Vous voyez, Hastings, encore un élément qui plaide en faveur de l'innocence d'Asher. S'il avait menacé sa femme, elle lui aurait fait face de l'autre côté du comptoir, au lieu de quoi elle tournait le dos à son agresseur, vraisemblablement pour prendre un paquet de tabac ou de cigarettes pour le client. « C'est horrible, murmurai-je avec un petit frisson. Poirot hocha la tête d'un air grave. « Pauvre femme, murmura-t-il. Puis il jeta un coup d'œil à sa montre. Overton n'est qu'à quelques kilomètres d'ici, semble-t-il. Nous pourrions y faire un saut et avoir un petit entretien avec la nièce de la victime. Vous ne préférez pas passer d'abord à la boutique où a eu lieu le crime? Plus tard, j'ai mes raisons. Il ne donna pas plus d'explications. Quelques minutes plus tard, nous roulions en direction d'Overton. L'adresse fournie par l'inspecteur était celle d'une grande maison de maître située à la sortie du village, sur la route de Londres. Une jolie jeune fille aux cheveux noirs et aux grands yeux rougis par les larmes répondit à notre coup de sonnette. « Ah !» fit doucement Poirot. « Vous êtes sans doute mademoiselle Mary Drower, la femme de chambre ?»« Oui, monsieur, c'est bien ça. Je suis Mary, monsieur. »« Alors vous pouvez peut-être m'accorder quelques minutes avec la permission de votre patronne? C'est au sujet de votre tante, madame Asher. »« Madame est sortie, monsieur, mais je suis sûre qu'elle m'autoriserait à vous faire entrer. » Sur quoi elle nous pria de passer dans un petit salon. Poirot alla s'asseoir près de la fenêtre et examina attentivement le visage de la jeune fille. « Vous êtes au courant de la mort de votre tante, bien sûr. » Elle acquiesça, tandis que les larmes lui montaient aux yeux. « Depuis ce matin, monsieur, la police est venue. Oh, c'est terrible. Pauvre Tati, elle qui a déjà eu la vie si dure. Et dire que maintenant, c'est affreux, affreux. » « La police ne vous a pas demandé de vous rendre à Andover?
Ils m'ont dit qu'il faut les cocher pour l'enquête lundi prochain. Mais je n'ai nulle part où loger là-bas. Je ne serai jamais couché au-dessus de la boutique maintenant. Et puis, j'ai mon service. Je ne veux pas causer trop de dérangement à ma patronne. Vous aimez beaucoup votre tante, Mary? Demanda gentiment Poirot. Beaucoup, monsieur. Elle a toujours été très bonne pour moi. C'est elle qui m'a recueilli à Londres quand j'avais 11 ans à la mort de ma mère. J'ai commencé comme bonne à l'âge de 16 ans, mais j'allais toujours passer mon congé chez ma tante. Ah, on peut dire qu'elle en a eu des ennuis avec cet Allemand. Mon diable à quatre, comme elle l'appelait. Elle ne lui fichait jamais la paix, où qu'elle soit. Saleté de vieux traite misère et de sac à vin. Elle s'était emportée jusqu'à hausser le ton. Votre tante n'a jamais songé à se débarrasser de lui par des moyens légaux? Ben, vous comprenez, monsieur. C'était quand même son mari. Il n'y a pas à torchiller. La jeune fille avait parlé avec simplicité, mais d'un ton sans réplique. Dites-moi, Mary, il l'a menacée, n'est-ce pas? Et pas qu'un peu. Il lui disait des horreurs, qu'il lui couperait le cou, et j'en passe. Avec ça, il jurait et blasphémait, aussi bien en allemand qu'en anglais. Pourtant, Tati disait que c'était un bien joli garçon quand elle l'avait épousé. C'est affreux, monsieur, de voir jusqu'où les gens peuvent en arriver. C'est bien vrai, ça. Et donc, après avoir entendu ces menaces, vous n'avez sans doute guère été surprise d'apprendre ce qui s'était passé. Oh, mais si! Vous comprenez? Je n'avais jamais cru un seul instant qu'il pensait ce qu'il disait. Pour moi, c'était des menaces en l'air, rien de plus. Et puis, ce n'est pas comme si Tati n'avait eu peur de lui. Combien de fois je l'ai vu repartir avec un air de chien battu et la queue entre les jambes, quand elle lui criait dessus. En fait, c'était lui qui avait peur d'elle, si vous voulez que je vous dise. Et pourtant, elle lui donnait de l'argent. Ben, c'était son mari, faut comprendre, monsieur. Oui, vous m'avez déjà dit ça. Il se tut un moment avant d'insinuer. Supposons... Après tout, supposons qu'il ne l'ait pas tué. Qu'il ne l'ait pas tué? Elle le contempla interdite. C'est bien ce que j'ai dit. Supposons que ce soit quelqu'un d'autre qui l'ait tué. Avez-vous la moindre idée de ce qui pourrait être ce quelqu'un d'autre? Elle eut l'air encore plus stupéfait. Je n'ai aucune idée, monsieur. Ça me paraît quand même pas très probable, non? Votre tante avait-elle peur de quelqu'un? Marley secoua la tête. Tati n'a jamais eu peur de personne. Elle n'avait pas la langue dans sa poche et elle savait se défendre. Vous ne l'avez jamais entendu parler de quelqu'un qui lui en aurait voulu? Jamais, monsieur. Elle n'avait jamais reçu de lettres anonymes. De quel genre de lettres vous avez dit, monsieur? Des lettres non signées, ou simplement signées ABC, par exemple. Elle secoua la tête de Rochef, visiblement perplexe. Votre tante a-t-elle de la famille à part vous? Plus maintenant, monsieur. Elle venait d'une famille de 10, et il n'y en avait que 3 qui avaient atteint l'âge adulte. Mon oncle Tom a été tué à la guerre, mon oncle Harry est parti pour l'Amérique du Sud, et on n'a plus jamais entendu parler de lui. Et puis, ma mère est morte, ce qui fait qu'elle n'avait plus que moi. Votre tante possédait des économies? Un peu d'argent à la caisse d'épargne, monsieur. Assez pour lui faire un enterrement convenable. C'est ce qu'elle disait toujours. Autrement, elle avait du mal à joindre les deux bouts, avec son diable à 4 pattes et tout ça. Poirot hocha la tête, pensif, et murmura. Peut-être davantage pour lui-même que pour elle. Pour l'instant, on est dans le noir complet. Pas la moindre piste. Si les choses s'éclaircissent un peu... Il se leva. Mary, si j'ai besoin de vous à un moment quelconque, je vous écrirai ici. Le problème, c'est que je donne mes 8 jours, monsieur. Je n'aime pas trop la région. Je restais ici parce que je me figurais que ça faisait plaisir à Tati de m'avoir dans les parages. Mais maintenant, je n'ai plus aucune raison de rester. Je retourne à Londres. C'est quand même plus gai pour une jeune fille là-bas. J'aimerais que vous me fassiez parvenir votre adresse une fois que vous serez installé. Voici ma carte. Il la lui tendit et il la lut en fronçant les sourcils. Mais alors, monsieur, vous n'êtes pas de la police, monsieur? Je suis détective privé. Elle le dévisagea un instant en silence, puis se lança. Est-ce qu'il y a du louche, monsieur? Oui, mon petit, il y a du louche. Plus tard, vous serez peut-être en mesure de m'aider. Je ferai mon possible, monsieur. Ce n'est pas bien ce qui est arrivé à Tati.
C'était une curieuse façon de dire les choses, mais forte et mouvante au demeurant. Quelques instants plus tard, nous reprenions la route d'Andover.